Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu sur votre chaîne Canal 2. Il est 23h passé de quelques minutes. Nous sommes heureux de vous avoir, d'être avec vous ce soir après quelques jours, disons quelques périodes d'absence, et on revient ce soir avec un sujet fort intéressant. Pour ce faire, je suis accompagnée du professeur Emmanuel Lipote qui est le concepteur de l'émission et qui va nous en dire plus. Bonsoir professeur. Bonsoir. Alors nous entrons à la 10e partie du thème la mystique du sexe, où on s'est mis dans le contour sacré du sexe et qui aussi fait partie de cet ensemble. Et ce soir, on va parler du clitoris, son rôle spirituel. D'accord, vous l'aviez compris les dames, je crois que cette émission vous est particulièrement réservée. On va passer 90 minutes ensemble bien entendu avec la chronique qui va être faite en deux parties. Vous aurez la réflexion et bien sûr vous aviez la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant des messages via les numéros qui s'affichent ou alors qui vont s'afficher sur le bas de votre petit écran. Alors si vous êtes déjà bien installé, le train va quitter la gare et le prochain arrêt c'est la chronique, la première partie de la chronique de ce soir. Le contour sacré du sexe, 4e partie. Le clitoris et son rôle spirituel. Restons toujours dans le chapitre concernant le contour sacré du sexe. Et abordons à présent la partie intime du corps de la femme, son sexe. Ceci doit nous permettre de voir ce qu'il y en est de différentes parties de cet organe jusqu'ici méconnu. Car malgré que, du point de vue gynécologique, d'importantes découvertes ont été jusque-là réalisées, les scientifiques classiques reconnaissent qu'en ce qui concerne le sexe de la femme, il y a encore beaucoup de recherches à faire. Mais précisons que ce sexe, dans sa composition anatomique et biologique, certains de ces composants anatomiques restent très mal connus. N'oublions pas qu'un grand nombre de sexologues admettent eux aussi de ne pas connaître assez de choses tant du sexe de la femme qu'à sa sexualité. D'ailleurs, dans leurs interviews de Spit, une grande confusion se dégage souvent. Pour finir, il en devient difficile de comprendre la finalité des choses. On peut dire sans risque de se tromper que le sexe féminin provoque une grande confusion dans les esprits, chez l'homme, mais surtout chez la femme elle-même. Le plus stupéfiant est de constater que les sexologues, qui sont censés en règle générale être de même bord, n'arrivent pas toujours à voir les choses dans la même direction explicative. Quelle est en fait la partie du sexe de la femme qui fait grandement polémiquer tout ce beau monde? C'est bel et bien le clitoris. Les raisons sont multiples. L'une d'elles est qu'on n'en parle pas assez ou suffisamment dans le milieu scolaire. L'autre est le fait de ne pas en savoir assez de choses, tant sur son fonctionnement que sur ses maladies. Pourtant, le clitoris est une partie assez spéciale de l'organe génital de la femme, devant être étudiée à fond de prime abord pour appréhender tout de la sexualité de la femme. L'objectif d'une telle étude a pour point d'achoppement la direction exceptionnelle de parvenir sur du sacré comme point de chute de l'orgasme, et ce que les sexologues appellent le point G. Mais bien connaître comment il fonctionne le clitoris, cela va finalement permettre à la femme elle-même de se connaître vraiment, surtout de prendre conscience de son corps dans sa double dimension gynécologique classique et mystico-gynécologique. Pourquoi jusqu'à nos jours le clitoris est demeuré le grand absent dans les manuels scolaires? Nous pensons que c'est à cause du côté tabou du sexe. Autrement dit, le fait de ne pas en parler le plus naturellement possible laisse entrevoir que en parler serait alors une mauvaise chose, la grossièreté. La pertinence de ce tabou est que cela a créé un cadre d'échange confus
domicilié dans la rue, un lieu où c'est monsieur tout le monde qui a son mot à dire. Pourtant, un réel discernement aurait permis de mieux faire la part des choses. Parler normalement du clitoris dans le milieu scolaire aurait tout aussi dégagé des idées de sagesse chez certains individus. En revanche, la connaissance profonde portée sur le côté spirituel et divin du clitoris devrait faire partie d'une formation humanisante et divinement sexuelle destinée à tous et particulièrement à la femme. Une telle vulgarisation se doit être publique au-delà d'une quelconque banalisation. Ce qui mettrait de côté toute influence qui a trait aux velléités religieuses qui jusqu'ici ne laissent personne indifférente, toute classe confondue. Une sorte de bourbier de servitude spirituelle qui ne dit pas son nom. Alors, professeur, ce soir, vous nous parlez du clitoris et son rôle spirituel. Alors, avant d'entrer dans le rôle spirituel, j'aimerais bien savoir quel est l'intérêt que nous avions, alors que vous aviez à parler du clitoris. Alors, c'est pour dire que la femme peut aussi se masturber. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous conduit dans le contour sacré du sexe? C'est tout ce que nous avons dit de l'homme. La masturbation, par exemple, l'orgasme, donc l'éjaculation, tout cela. Alors, ça fait partie de ce que la femme aussi a comme atout. Parce qu'il n'y a pas une grande différence entre le sexe de l'homme et le sexe de la femme. Si ce n'est que le renversement du sexe, c'est que celui de l'homme est de l'extérieur et celui de la femme est beaucoup plus de l'intérieur. Mais les deux sexes, la partie du sexe, du moins la partie de l'homme, du sexe de l'homme interne, ne représente pas grand-chose par rapport à la partie externe. De même, la partie interne de l'homme, non, de la femme, représente grand-chose par rapport à sa partie externe. Donc, on a intérêt à étudier particulièrement le clitoris parce que c'est la partie qui représente beaucoup plus d'intérêt en ce qui concerne la sexualité chez la femme. Alors, voilà. Parlant de sexualité, est-ce que ce ne serait peut-être pas de la génitalité dont il est question, parce que la sexualité, on dirait que c'est un ensemble. Quel est l'impact ou alors qu'est-ce que ça nous apporte, nous, de parler du clitoris par rapport à nos connaissances sur la sexualité, sur notre sexualité ou alors sur notre génitalité? Alors, disons que on donne l'impression que le clitoris de la femme n'existe pas en tant que tel, parce que c'est le petit bouchon qui est à côté de l'urtère, dans la partie où sortent les pipis. C'est ce petit bouton-là qu'on voit, et c'est ce petit bouton-là qui a des réactions lorsque la femme est aussi en érection comme l'homme. Alors que le remplissage du sang se fait à l'intérieur, toujours du clitoris, de la partie intérieure où se trouvent ces bulbes, ces deux bulbes qui se remplissent du sang, qui font l'érection. L'extérieur n'est que la partie qui réagit ou bien qui se manifeste, ou qu'on peut palper aussi, comme chez l'homme, on peut palper son érection. Encore que l'érection de la femme, il n'y a que la femme qui sait qu'elle est en érection. L'homme qui est avec la femme à ce moment précis où il faut poser l'acte sexuel ne s'en rend pas compte. Voilà. Alors donc, est-ce à dire que, parce qu'on a vu qu'avec chez l'homme, l'érection est visible. Tout à l'heure, vous me dites que chez la femme, ce n'est pas palpable. Mais non, le clitoris, donc, servirait à quoi? Ça sert à ce que la femme atteigne l'orgasme, en réalité. Donc, ça n'a rien à voir à ce que la discrétion de ce qu'est le sexe de la femme en général, parce que quand une femme est debout, on ne voit pas son sexe, surtout si il y a le pupus, c'est-à-dire le poil tout autour. Vraiment, c'est un habillage, tout simplement, il n'y a rien à voir sur ça. Alors, à partir de là, on suppose qu'elle n'a pas de sexe du tout. Il faut qu'elle écarte les jambes pour pouvoir parvenir à distinguer son sexe. Et ce qui fait donc la différence entre l'homme et la femme. Parce que même les petits-enfants, quand ils jouent
nues dans la cour. Les filles attrapent le sexe des garçons, les petites filles, les gamines, bon, pour établir la différence, c'est-à-dire quand tous se disent je suis femme, parce que peut-être il y a un garçon, il y a plusieurs filles. Alors donc le garçon se fait prévaloir fille aussi, parce que il ne sait pas encore distinguer qu'en est-il du fait qu'il y ait des filles, qu'il y ait des garçons. Alors à partir de là, des filles attrapent son sexe pour lui dire, toi tu n'as pas de sexe comme nous, voilà ton sexe est de l'extérieur et nous on ne voit pas le nôtre. Donc c'est ça qui fait donc que tout est discret. La femme ressent qu'elle est en érection, encore que toutes les femmes ne se mettent pas en érection du coup, parce qu'il y a des femmes qui se mettent en érection de manière instantanée, d'autres il faut un peu de fantasme, un peu de romantisme pour arriver à enclencher au niveau de leur psychologie, au niveau de la glande pituitaire et le thalamus, des sécrétions nécessaires qui vont enclencher directement le remplissage des bulles de clitoris. Voilà. Alors, professeur, donc le clitoris en lui-même n'a pour seul but de permettre d'atteindre l'orgasme uniquement. Il n'y aurait pas un autre rôle pour cette... Alors, c'est ce que nous voulons démontrer ce soir, qu'il y a un rôle spirituel dans tout cela. Le problème, c'est de savoir utiliser le sexe, parce qu'en fait, nous disons que nous venons au monde par le canal du sexe. Est-ce que la spiritualité ou la divinité, notre développement pour atteindre le stade divin, pour qu'on dise que nous sommes des divins, parce que la divinité n'est pas lorsqu'on va mourir et on ira au paradis qu'on deviendra divin. C'est un cheminement au cours de nos existences et au cours de nos vies successives qui nous mène vers un niveau d'élévation spirituelle qui nous introduit directement dans, comment on peut appeler ça, dans le registre ou bien dans la béatitude qui, à partir de là, on devient des divins. Parce que le but de l'homme, c'est pas de mourir, d'aller au paradis, ou bien d'aller en enfer. Ces choses-là, c'est religieux. En métaphysique, c'est des choses qui n'affranchissent pas l'homme, qui le rendent dépendant à croire à ces choses-là. Par contre, le but de l'homme, c'est l'évolution. Ce but, ça s'inscrit dans la logique de la naissance jusqu'à la vieillesse. On évolue, au moins du point de vue physique. Parce que si on ne croit pas à une évolution spirituelle, on doit tout au moins remarquer qu'il y a quand même une évolution du point de vue physique que nous appelons grandir, qu'on a grandi. Et là maintenant, derrière le mot grandir, il y a le côté subjectif et le côté objectif. Le côté objectif, c'est qu'on voit quelqu'un grandir normalement, partant d'un centimètre, de quelques centimètres près à plus d'un mètre. Et on dit que physiquement, il grandit. Là, c'est le côté objectif. Le côté subjectif, c'est qu'il grandit aussi de manière à dire qu'il devient intelligent ou bien qu'il devient important pour son environnement ou dans la société. Alors, on dit qu'il fait des choses des grands. Donc, grandir, c'est une évolution déjà sur le plan subjectif qui peut rester comme une certaine forme d'intelligence. Mais sur le plan métaphysique, grandir veut dire traverser des étapes de la spiritualité négative vers la spiritualité positive et au-delà de la spiritualité positive vers la divination de son être. On devient donc divin. Voilà. Alors, quel sera donc l'impact ou alors le rapport entre la connaissance du clitoris et l'évolution spirituelle vers la divinisation à laquelle on doit arriver? Alors, on a dit que la femme était déesse avant. Quand elle connaissait encore ses pouvoirs, les rituels étaient orchestrés à cette époque
pour donner du pouvoir aussi à l'homme. Et certains hommes qui, dans des siècles passés, se prêtaient à ce jeu, certains d'entre eux mouraient. Alors quand les hommes ont constaté que le pouvoir, je ne sais pas, ça peut être mythologique, mais moi je parle métaphysique. Alors quand certains hommes, ou bien quand les hommes ont constaté que tel était le pouvoir de la femme, on s'est mis à diaboliser le pouvoir de la femme en parlant, on l'a vu, parce que là, l'émission d'aujourd'hui, on va essayer de clôturer la mystique du sexe pour passer à autre chose, parce que on en a fait tellement que je ne sais pas si, sauf aller sur YouTube, si nous-mêmes on a même d'y revenir encore facilement. Alors donc, la femme a un pouvoir. C'est ces pouvoirs-là que, tant que la femme ne découvre pas ça, l'humanité ne va pas évoluer. Je ne fais pas l'avocat de la femme, je le dis tout le temps, j'insiste. Dans la Bible, on dit que le péché est venu par la femme. C'est à cause de la femme que le péché existe. C'est une autre forme de diabolisation de la femme parce que Adam qui est fait, c'est pas 70 ans. Bon, 70 ans chez Dieu, ça représente quoi ça? Tel n'est pas le cas. Au jardin d'Éden seul, n'avait pas de démêlé avec son créateur, entre guillemets, par rapport au christianisme. Mais lorsque Dieu s'est permis le luxe, entre guillemets, ce luxe-là, de donner à l'homme la femme comme pour dire que ne sois plus seul, alors que la solitude ne te tue pas, le jour-là, le diable a eu sa pénétration chez les humains et s'est accaparé de la femme, a fini avec, et tout a été ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais moi je dis, du point de vue métaphysique, nous sommes sur le plan évolutif. L'homme évolue. Donc le créationnisme ne concerne pas la donne métaphysique. Parce que nous évoluons, nous sommes à l'état embryonnaire sans sexe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sexe féminin ni de sexe masculin. À un moment donné, allons dans le langage terre-à-terre, il y a éclatement. L'homme se met donc en deux parties. Une partie, on appellera ça la femme, d'abord l'homme, et une autre partie, on appellera ça la femme. Alors, c'est la partie féminine, qui est la partie attirante, qui est l'élément du pôle négatif, qui attire le pôle positif. Alors, cette partie-là se perd dans la nature, d'un côté, et l'autre côté, la partie mâle, se perd aussi dans la nature, et on commence à se chercher. D'où, dans ce champ magnétique qui s'embrase autour des deux parties, alors les deux parties saturent et se remettent ensemble. Alors, lorsque ces parties-là réussissent à se mettre ensemble, il y a de facto divinisation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est là où se trouve le mariage parfait, ce qu'on appelle véritablement âme sœur. Alors maintenant, il n'y a pas de mariage parfait simplement parce qu'il y a accouplement entre hommes et femmes. Là, il n'y a pas de mariage parfait. Pourquoi? Parce que il y a un autre jeu dans les vies successives où on peut porter le sexe féminin alors qu'on n'est pas une femme. Ça veut dire quoi? Alors qu'on ne fait pas partie de la personne qu'on a rencontrée comme étant la partie qui lui manque pour former un corps d'homme. C'est un peu complexe, je sais pas, j'essaie d'amener l'explication terre à terre pour que les gens comprennent. Bon, maintenant, c'est les femmes qui doivent donc attirer, les femmes devenues femmes, hein, par le biais du fait qu'elles sont du pôle négatif, qui doit attirer le pôle positif. C'est là les véritables femmes. Et ces véritables femmes n'existent pas simplement par le fait d'avoir le sexe féminin. Alors, à la recherche de sa féminité vraie, on peut se retrouver que on est donc la femme qui est la moitié de l'autre. Et on en fait corps. Et là, on devient la véritable âme sœur qui devient un avec l'autre. Qui devient une, quoi, avec l'autre.
disons que au niveau du lame sœur, c'est un peu complexe, professeur, parce que moi-même, j'ai pas cerné. Voilà, c'est un peu complexe. L'équation que vous venez de faire, disons qu'avec le temps, on va sûrement comprendre de quoi il s'agit. Mais revenons à la sexualité, à la mystique du sexe et le clitoris. Alors, on a envie de se poser la question de savoir, parce que même dans la chronique, vous aviez relevé le fait que c'est la mal aimée, dans la mesure où on n'en parle pas, ou alors on n'en parle presque pas. Quel serait, peut-être en dehors du fait, parce que je pense que si le sexe est tabou, c'est pour les deux sexes, masculin comme féminin, je crois bien. Je ne pense pas qu'il y aurait un caractère, voilà, une discrimination à ce niveau avec le caractère tabou. Mais ce qu'on sait quand même, c'est qu'il y a une certaine vulgarisation dans les manuels scolaires. Alors, qu'est-ce qui peut bien expliquer le fait que, parlant du sexe de la femme, on passe dessus, alors on en parle de façon superficielle? Est-ce à dire que la science n'a pas fait suffisamment de travail dessus, ou alors... Alors, lorsqu'on voit les publications de certains scientifiques, des médecins comme Michel Simen, qui est un médecin qui travaille dans une chaîne de télévision, l'émission Allô Docteur. Alors, un de ces documents, lorsque en dessin animé, il présente les deux sexes, il n'y a que l'urtère chez la femme. On ne voit pas le clitoris, on ne voit même pas des lèvres, on ne voit rien de bon. Mais chez l'homme, on voit tout. On voit tout, parce que tout c'est quoi? Prenons tous à partir de la zone où le sexe sort du corps pour l'extérieur. Bon, maintenant, lorsqu'on revient dans les livres de biologie, où l'appareil génital est dessiné, on dessine le sexe de la femme de l'extérieur, beaucoup plus, mais pas de l'intérieur. C'est-à-dire, le clitoris est dessiné juste le bout qu'on appelle le gland, et à côté de ce bout, on voit l'urtère déjà, et à côté de l'urtère, on voit les lèvres, et après l'entrée du vagin. Un peu plus bas, l'anus. Donc on a tous les sexes là. Maintenant, quand il faut entrer en profondeur, on voit la poche du vagin. On voit jusqu'où va l'urtère. On voit l'utérus. Bon, le clitoris restait dehors, mais seulement les membranes qui accompagnent les bulbes du clitoris ne sont pas très représentées. Ce qui fait donc que les explications qu'on donne du sexe dans le B.A.B.A. de la biologie et du domaine médical ou bien du domaine, c'est pas moi, biologique, limite les possibilités à la femme ou à l'étudiant ou à l'apprenant de se poser des questions à fond, parce que la représentation du clitoris ne se fait pas de manière normale, c'est-à-dire l'oiseau qui a à peu près les ailes et un peu en dessous de ces deux ailes-là, des poches qui sont les bulbes. Alors donc, c'est ça le problème. Les manières scolaires n'en donnent pas assez de chance aux apprenants, jusqu'aux médecins, jusqu'aux sexologues. Ça, il faut essayer de voir cela et explorer. On comprend bien que certains médecins qui ont étudié même un peu partout en Europe, en Italie, un peu partout, ont constaté que le clitoris, c'est aujourd'hui qu'on commence à en parler dans les conditions normales, et on en fait on en fait écho. Alors maintenant, est-ce que le sexe de la femme ne représente pas une histoire assez plus tabou que le sexe de l'homme? Je dirais oui. Parce qu'en Afrique, par exemple, il faut supprimer le clitoris pour empêcher à ce que les femmes n'aient pas beaucoup d'envie sexuelle. C'est pour préserver la race
pour préserver ça, la femme doit aller en mariage. Elle ne doit pas vadouiller, vagabonder, comme les femmes européennes le font, et tout, et comme nous le faisons maintenant. C'est-à-dire qu'on met le sexe au marché, ça devient un commerce. Non. Alors, il fallait faire une certaine mutilation, l'incision, je crois. Oui. Alors, lorsque on fait ça chez l'homme, non, il n'y a pas de problème. Mais quand on fait ça chez une femme, il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que ce qu'on fait de l'homme n'empêche pas à l'homme d'avoir ses érections normalement. Donc, il y a un problème de préserver la femme. Pensant à cela, donc, il faut ne pas aller de fond en comble dans l'envie de parler beaucoup de la sexualité, en voulant mettre l'accent, la sexualité du côté de la femme, en voulant mettre l'accent sur sa partie génitale. C'est-à-dire en décryptant toute la partie et en mettant en exergue à quel moment on peut avoir l'orgasme, à quel moment on peut faire ceci, faire cela. Même dans le cours de sexualité, aujourd'hui en Europe, on s'abstient d'aller de fond en comble à ça. C'est ce qui fait donc que le tabou chez la femme, ça semble être une chose comme si on n'a pas besoin de... En fait, on préserve les femmes. C'est-à-dire que n'oublions pas que le monde est masculin. Et l'homme est toujours jaloux de constater qu'un autre homme va faire l'amour avec une femme. Hein? Même ses propres enfants, le problème ne se pose pas pour rien, se pose parce que il n'a pas besoin que ses filles, sans aller en mariage, on les prenne, qu'on aille avec. Donc, il faut la préserver en lui refusant de poser des actes sexuels alors que pas mariée encore. Alors moi, je vais proposer à nos téléspectateurs de suivre la deuxième partie et on va entrer de plein pied dans le côté spirituel du clitoris. On se retrouve juste après cette chronique. Clitoris, orgasme et masturbation. Une situation fait que l'atteinte de l'orgasme ne se fait pas ressentir de la même manière chez toutes les femmes. Il en est de même chez tous les hommes, mais différemment par rapport aux femmes. Les femmes n'ont donc pas les mêmes sensations. Tout se situe sur le fait de voir comment se passe l'érection chez l'homme. Le sang fait le plein de sa verge, alors que chez la femme, l'érection se fait autrement. Ça se ressent au niveau du clitoris. En réalité, tout se passe à l'intérieur. On ne peut qu'imaginer le plein de sang ou alors un certain remplissage de sang dans la partie interne du clitoris. Si bien que la production de sécrétions telles que le méa vaginal doit se faire au même moment que ce remplissage du sang se fait au niveau du clitoris. C'est avec une telle dose de préparation que va se produire facilement l'atteinte de l'orgasme. Disons que les femmes sont plus nocturnes en matière d'érection que les hommes. En ce qui concerne la masturbation, cela se fait que si la femme maîtrise les réactions de son sexe, dès lors son orgasme peut se passer en externe par le truchement de la partie extérieure du clitoris. Pour que la femme se masturbe, elle doit donc maîtriser le mécanisme et le contour de tout ceci, sinon elle risque de ne pas atteindre facilement l'orgasme toute seule. Raison de plus, certaines d'entre elles ont plus de maux de tête après un tel acte. Pour les métaphysiciens, il est plausible de permettre à la femme de découvrir la force, la puissance de son état de déesse par la découverte de son sexe, parvenir à sa féminité occulte. C'est donc la méconnaissance parfaite de son sexe qui est un grand problème pour le développement spirituel de l'espèce humaine. La mystique du sexe se traduit par un fait, celui de condamner tout concept religieux qui empêche l'humanité de connaître son envol spirituel vers la divinité. Nous voici de retour sur notre plateau du monde inconnu. Alors, professeur, moi j'aimerais que vous nous parliez un peu
du rôle spirituel, du caractère spirituel du clitoris. Parce que on a longtemps parlé du clitoris dans son aspect scientifique, dans son aspect général. Et dans cette chronique, vous aviez fait allusion à ce rôle-là. Est-ce que vous pouvez maintenant, cette fois-ci, entrer en profondeur de façon plus concrète pour que nos téléspectateurs puissent savoir exactement de quoi il en est? Alors, on va parler de la direction exceptionnelle, c'est-à-dire l'orgasme ici atteint dans un autre but. Parce que il y a, comme on disait l'autre jour, dans la relation sexuelle du côté de l'homme, on disait qu'il faut atteindre l'orgasme sans éjaculer. Bon, ce qui est un peu troublant. On peut se poser la question, comment on va atteindre l'orgasme sans éjaculer? Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que chez la femme, il faut que la femme ait atteint l'orgasme et à tout bout de champ, dans la relation qu'elle a avec son conjoint ou bien son partenaire. Alors maintenant, cet orgasme doit se produire de manière naturelle, avec la sensation qui relie les parties du sexe de la femme qui sont l'utérus et le clitoris. Voilà, parce que le point G, moi, je ne sais pas où on le situe, puisque d'aucuns le situent comme ils l'entendent, mais moi, je dis la zone G. C'est-à-dire que, alors, il faut que l'embrasement qui peut se produire entre le remplissage du sang dans les bulbes du clitoris, et qui, dans la pression, permet à la femme de vibrer, parce que c'est ça en fait l'orgasme, qu'elle vibre non pour lâcher directement, mais qu'elle vibre pour ressentir des sensations de manière pérenne. Alors, ça, c'est une manière de découvrir la sexualité aussi chez la femme, comme je le disais chez l'homme l'autre fois, qu'on fait, par exemple, ceux qui se masturbent, qu'ils fassent tout à ne pas pouvoir lâcher, mais à chaque fois que ça veut venir, on arrête, on recommence, on arrête, on recommence jusqu'à l'épuisement. Et là, à partir de là, la masturbation va prendre une autre forme. Et ça se passe la même chose avec la femme. Parce que, en fait, la femme peut se masturber rien qu'en touchant la partie extérieure. Moi, j'entends par partie extérieure la tête du clitoris que tout le monde voit. Donc, ce qu'on appelle le gland. Alors, dans le petit capuchon en question, alors, elle va se brosser de ce capuchon. C'est ce qui fait d'ailleurs la part belle lorsqu'on fait la chatte à une dame. Avec ça, elle a des sensations internes jusqu'à ce remplissage de bulbe de son clitoris. Et remonte encore au niveau du haut, et puis l'extase intervient, et elle peut jouir rien qu'avec la chatte. Alors, à partir de ce moment-là, on peut dire que la similitude du tissu érectif chez l'homme, c'est fait de même du tissu érectif chez la femme. Donc là, il n'y a pas de différence. Et cela, peut-être, nous allons le voir dans l'élément de la réflexion, parce que avant les 3 premiers mois, l'échographie ne détermine pas forcément le sexe de l'homme ou de la femme, parce que les deux sexes, le sexe en ces temps-là est de même. C'est au fur et à mesure que le fœtus se développe que maintenant la particularité peut arriver, c'est-à-dire les formes peuvent changer, et là une forme sera interne, on dira c'est la femme, une autre forme sera externe, on dira c'est l'homme. Voilà. Alors, professeur,
dans les éditions précédentes, vous aviez parlé, quand vous parlez de la spiritualité, vous parlez par exemple de l'éveil des chakras, vous parlez de l'énergie qu'on avait en nous. Vous parlez en fait à un moment donné de réveiller. Moi j'ai envie de savoir, le fait de savoir peut-être ce que c'est que mon corps, c'est-à-dire avec mon sexe y compris. Combien de pas je fais avec cette connaissance dans l'éveil par exemple des chakras, dans l'éveil du divin que j'ai en moi. Bon, alors, disons que l'acte sexuel a un rapport avec l'initiation. C'est-à-dire que les personnes qui sont formées sur le plan métaphysique le comprennent, du moins, qui ont subi une formation initiatique, donc métaphysique, le comprennent facilement, plus que les autres gens. Pourquoi? Parce que au niveau de la racine, c'est-à-dire le premier chakra qui est la racine, on peut parler de la racine de survie. Alors, la survie, c'est quoi? C'est l'animalité, à peu près. C'est-à-dire la manière d'utiliser le sexe pour l'utiliser. Donc, il y a le côté d'un besoin animal à satisfaire. Alors, lorsqu'on passe de ce chakra-là pour le deuxième chakra, lorsqu'il est développé, on est dans le chakra sacré, où on satisfait le plaisir, mais pas le désir. Lorsque c'est développé. Parce que la satisfaction des désirs uniquement, entraîne le fait qu'on ne sait pas distinguer ce qui est du besoin naturel, qui est biologique, et du besoin, comment on peut dire, des envies. Voilà. Alors maintenant, lorsqu'on est au chakra sacré, si on s'arrête là, son développement spirituel ne se fait pas de manière normale, parce qu'on est allé juste rester sur la planche où le plaisir seul est concerné. Il faut élever le travail spirituel ou spirituelo-divin vers le plexus solaire. Alors, dans les chakras vers le bas, très bas, les chakras vers le haut, les chakras vers au-dessus du nombril. Alors là, on est au plexus solaire. Et là, maintenant, on commence à contrôler ces maladies, les maladies sexuelles, le diabète, l'hypertension et tout. Et là, on est, parce que la spiritualité n'est pas la divinité. Et la divinité intervient seulement lorsque la spiritualité a atteint le niveau haut. Alors c'est pourquoi on n'est pas spirituel à ce niveau simplement parce qu'on a la Bible en main, on va tous les jours dans un lieu de culte où on a son Coran. On sait faire ses ablations et puis ses 5 prières par jour. Non. La spiritualité, c'est quelque chose qui se cherche sous d'autres dimensions. Bon, c'est vrai que dans les prêches, parce que moi j'écoute les radios, et j'écoute les radios religieuses avec beaucoup d'attention. Dans les prêches, on essaie d'expliquer les choses aux chrétiens. Mais malheureusement, les chrétiens ne suivent pas ces choses. Parce que même les pasteurs qui les expliquent ces choses, les expliquent des choses qui relèvent du mental et non du cœur. Parce que lorsqu'on atteint le chakra cœur, au niveau du cœur même, c'est le chakra amour. Là, la divinité commence à entrer dans l'homme. C'est pourquoi moi, j'ai toujours dit au cours de cette émission que l'être humain a 2 entrées. Il y a une entrée à émotion divine et une entrée à sensation à sentiment, comment on peut dire? Oui, à sensation sentimentale qui est au niveau du cerveau. Lorsque on tape sur un enfant dans la cour ou bien dans la rue, n'importe qui a mal au cœur.
il veut savoir pourquoi, même quand c'est la maman qui tape sur son enfant. Chaque personne se demande, l'enfant l'a fait quoi? Alors, où se trouve cette sensation? L'émotion. Et c'est où? C'est au niveau du cœur. Ça dit, tu as mal, comme si c'est toi qu'on t'appelle, même pas comme si c'est ton enfant, puisque n'a pas que mal, c'est lui qui a un enfant. C'est tout le monde qui a mal, qui se sent mal à l'aise, que on tape sur cet enfant-là comme ça, qu'il a fait quoi? Mais c'est après que le cerveau va réagir en disant, ah, c'est son enfant. Oui, ah, de quoi je me mêle? Voilà. Parce que, pour que l'homme arrive au niveau où la couronne spirituelle qui se trouve au niveau de la glande pinéale, au sommet de la tête, il faut avoir développé tous les 7 chakras progressivement et pour du vrai. Et là maintenant, la circulation de l'énergie subtile, qui est une énergie divine, en ce temps-là, qui vient du subconscient, du supraconscient au subconscient et libre domicile dans l'organisme de l'individu affranchi. Parce qu'on n'est pas spirituel par le bavardage, mais par le fait qu'on soit un homme affranchi. Et une personne affranchie, c'est plus qu'une personne initiée, parce qu'il y a plein d'initiés dehors. Il y en a qui, parce qu'il s'est inscrit à un ordre initiatique, où il a subi quelques cours, alors du coup, il se présente comme un initié, ou qu'il a franchi les étapes des sociétés africaines, secrètes africaines, de Mbor, de Lankam et de Singang et tout ça. Allez, c'est fini, il est initié. Non, être initié, c'est être au-dessus des êtres animaux. Là, je m'explique très bien. Il faut qu'il y ait une distinction entre l'initié vrai et l'initié par le biais de l'incitation ou de l'excitation des corps internes par le biais des supports. Alors, qu'est-ce que j'entends par les corps internes? Les différentes parties du corps, dont la double dimension de l'homme, la triple dimension, etc. Le corps causal, le corps mental et tout. Il faut que tout cela, on arrive à les distinguer tout en les mettant ensemble. Bon, parce que là maintenant c'est ensemble, mais d'autres se sont enfuis. Et les uns se sont enfuis dans d'autres, et c'est le corps physique seulement qu'on connaît l'existence. Alors, donc, quand on dit qu'on est initié, ça veut dire qu'on se distingue dans ça. On connaît les besoins du corps mental, on connaît les besoins du corps causal, on connaît les besoins du corps physique, on connaît tous les besoins. Et on sait que quand j'ai besoin de manger, c'est tel corps qui m'incite à trop manger. J'aurai le diabète, il faut que j'arrête. Parce qu'il ne doit pas satisfaire tel corps, il met tel autre corps en mal. Voilà. Alors, mais, professeur, vous nous aviez expliqué comment fonctionne l'éveil des chakras. Maintenant, quand j'ai pris connaissance de mon corps, de ce que c'est que le clitoris, de ce que c'est que, quel est le chakra que j'ouvre à cet instant-là? Voilà, le chakra sacré. Là, on quitte du chakra racine, qui peut se développer chez n'importe quelle personne, parce que ça dépend de son incarnation. Parce qu'il y a des gens qui venaient de faire quelques années, quelques incarnations, réincarnations et tout. Alors, il a dû développer ça lors des vies antérieures. Bon, donc il n'est plus au niveau du chakra racine. Il est au niveau du chakra sacré. Alors, mais le chakra sacré, c'est le chakra qu'on y met longtemps avant qu'on aille plus loin. Parce que c'est là le chakra du plaisir. Alors, tant qu'on est encore basé sur le plaisir, où on voit tout tourner autour du plaisir, parce que voyons les gens qui vont dans les boîtes de nuit, qui boivent, qui fument et tout, mais ils n'ont que des plaisirs à satisfaire, du fait de multiplier les désirs sans tenir compte des besoins du corps, parce que les besoins du corps sont les besoins biologiques et physiologiques. Par exemple, si une personne se bloque, elle dit que moi je ne fais pas l'amour. Comme ça, comme un blocage et tout, et il y a un dysfonctionnement qui s'enclenche sur le plan biologique.
qui peut, sur le plan spirituel ou bien de son évolution spirituelle, entraîner d'autres désordres. Alors, ces désordres peuvent aller jusqu'à l'aigrisme. Il y a des femmes aigries. Bon, il y a des hommes aigris. Alors, une personne aigrie, c'est une personne qui critique tout, qui s'emballe pour tout, pour rien, et qui, par moments, n'aime pas des critiques, et qui ne peut pas évoluer. Parce que lorsque vous n'aimez pas de critiques, lorsque vous n'avez pas envie qu'on vous critique, vous ne pouvez pas évoluer. Voilà. Donc, on va continuer dans les chakras. Ouais. Bon, après c'est-à-dire, après avoir pris connaissance, on a dit qu'on ouvrait le chakra sacré. La suite donc, maintenant, tout en restant dans la sexualité, on continue avec quel chakra après? Alors, quand on est dans la sexualité et qu'on n'a plus envie d'atteindre l'orgasme de la manière animale, c'est-à-dire lâcher la sémence chez l'homme, chez la femme jouir. Alors, là maintenant, on est en train de vouloir aller vers le développement du chakra suivant, donc le plexus solaire. Ce chakra dont va vous permettre de trouver un équilibre parce que c'est un chakra qui se veut carrefour avec les autres chakras parce qu'il y a les principaux chakras et les chakras secondaires. Les chakras secondaires, il y en a tellement. Alors, chez les orientaux, on parlait des méridiennes lorsque on fait de l'acupuncture et tout. Maintenant, la connaissance de ce cheminement ou bien l'implication qu'on se fait, du moins le fait qu'on s'implique, qu'on voudrait à ce qu'on fasse du sexe quelque chose de sacré qui permet de s'élever. Alors, maintenant, on va donc mener d'autres expériences. On ne fait plus le sexe pour faire, mais on le fait de manière méditative. C'est-à-dire que lorsque tu fais l'amour, tu fais ça dans le but de t'élever. Parce que nous venons au monde par le sexe. Pourquoi ne pas penser un seul instant que notre divinisation, notre développement qui permet à ce que le pouvoir à l'état latent en nous puisse aussi prendre de l'envol, devrait passer par le sexe. C'est là la grande question qu'il faut répondre en posant un acte sexuel. Alors là, nous ne sommes plus dans la sexualité banale, mais nous sommes dans la sexualité conséquente, initiatique et responsable. D'accord. Donc, professeur, tout à l'heure, vous aviez fait allusion, vous aviez parlé des mutilations, de l'ablation du clitoris. Alors, à cela, je voudrais ajouter ces personnes-là qui se font changer de sexe. C'est-à-dire qu'on voit souvent dans les télévisions, je ne sais pas s'il y en a au Cameroun, mais on a eu à voir des reportages des chaînes étrangères qui nous montraient des hommes qui devenaient des femmes et des femmes qui devenaient des hommes. Alors, pour ces personnes-là, quel serait l'impact de ce changement dans leur spiritualité? Aucun. C'est l'animosité infernale. C'est-à-dire, on a plombé. Parce que le monde infernal est en dessous de nous. Le monde spirituel est au-dessus de nous. Bon, le monde divin coiffe tous les autres mondes. Alors maintenant, si une personne signe un pacte avec le diable, cette personne, au lieu d'évoluer, involue. C'est-à-dire que se retrouve plus bas. C'est comme des gens qui font le con, le femme là, pour des richesses. Bon, on l'a dit au cours des émissions, l'argent qu'on te donne, c'est l'argent du monde infernal. Des gens qui sont morts, qui sont en train de travailler. Et par eux, vous attendez obtenir de l'argent parce que lorsque vous venez vendre quelqu'un, c'est votre argent qu'on vous donne dans le temps et dans l'espace. Plus l'argent de la personne, en partie. Ça vous fait beaucoup d'argent. Alors, cette personne, comme on ne la paye pas, on lui donne seulement à manger. Donc, on prend une partie de ce qu'il avait. De ce qu'elle avait comme patrimoine en matière d'argent. Ça veut dire donc que vous pouvez vendre une personne, à vous, on donne 10 millions de francs.
À moi, je vends une personne, une certaine personne aussi. À moi, on donne peut-être 5 millions. Ou à toi, 50 millions, moi, c'est pas moi, 20 millions. Mais parce que la personne, dans son patrimoine matériel, ce que ça représente, plus ton patrimoine, on te donne ça. Mais sauf que, quand tu vas mourir, tu vas aller travailler dans ce monde. Parce que ce monde t'a servi. Il faut aussi que tu y rentres pour servir aussi les autres gens qui t'ont servi. Y compris les gens qui, étant de ce monde, meurent, réincarnent, reviennent maintenant dans le monde, mais qui t'ont rendu service. Ça fait un cycle d'enfermement spirituel, parce que là nous sommes dans la spiritualité négative, donc le spiritisme en quelque sorte. Ça fait un cycle de renfermement. Donc vous passez votre temps à évoluer un peu, à évoluer un peu, jusqu'à ce que vous arrivez à une vie où vous avez tout laissé derrière, par derrière, pour pouvoir avancer maintenant. Alors, Voilà. est-ce que c'est également le cas pour ces jeunes filles qui ont été mutilées? Absolument. Lorsque vous faites des pratiques qui sont de nature à ne pas vous faire évoluer, vous évoluez. Parce que c'est vous qui le voulez. C'est comme, je ne sais pas comment dire, vous voyez un puits, vous y tombez. Vous y tombez expressement. C'est comme les femmes qui se décapent. Quand tu utilises le Njansang jusqu'à un certain niveau, tu n'as pas de chance que la moto te renverse et que la peau quitte, que la cicatrisation soit facile. Non. Plus le Njansang entre, plus finalement, tu auras de ces genres de plaies que tu ne comprendras pas dessus. Donc, lorsque on pose des actes, on doit être conséquent par rapport à ces actes-là. Nous avons toujours eu à le déplorer à partir de l'alimentation. Bon, il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Nous l'avons toujours dit. Donc, il faut être sélectif, il faut savoir qu'est-ce que je mange là. Voilà ce qui va m'arriver. Il faut le savoir avant de manger. Le problème n'est pas de critiquer ce qui décrit le fait qu'on ne mange pas selon les besoins de l'organisme. On mange équilibré parce que les gens viennent à la télé et à la radio dire qu'ils sont des diététiciens, des nutritionnistes, et il faut manger équilibré. Non, il faut manger diététique, c'est-à-dire mener une étude qui permet de savoir les besoins de l'organisme en termes de macronutriments et de micronutriments. C'est que les protéines, les lipides et les glucides, c'est camponné là. Pas commencer à dire si je mélange du beurre avec un peu de vin et après le repas, et un peu de beurre d'étable sur du pain et tout, c'est la sortie. Hein, et je bois un vin. Non, c'est la gourmandise. Maintenant, si tu fais comme ça, que tu sais ce que tu fais, c'est bon. C'est comme quelqu'un qui boit le paracétamol. Il sait que, sachant que la notice du paracétamol prévoit qu'il peut avoir l'infarctus du myocarde, qu'il peut avoir un accident vasculaire cérébral, qu'il sait, qu'il a lu, mais il boit quand même parce qu'il a les maux de tête, il ne sait pas comment faire. Ou bien, il sait comment faire, mais il dit non, je bois d'abord ça. Après, je vais faire ceci pour neutraliser les composants de l'excipient qui entraînent ces dégâts. L'excipient dans ces composants étant des éléments qui sont des additifs alimentaires décriés. Bon, alors, lorsqu'on sait, il n'y a pas de problème. Si tu sais que tu manges l'œuf, que la poule n'a pas été touchée par le coq, donc un œuf diabolique, mais béatifié ou bien béni par les églises qui sont même contre les diables. Bon, et que derrière cet œuf, en termes d'omelette, c'est tout droit, tu vas tout droit vers un cancer. Bon, c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui va manger cet œuf qui auront le cancer, c'est ce qui fait la part belle. Mais si tu le sais, donc là tu peux te prémunir en disant quand je mange l'œuf là, je fais encore quoi d'autre? Nous sommes là dans le domaine métaphysique. Voilà.
D'accord, on va proposer à nos téléspectateurs et bien sûr à nous-mêmes la réflexion de ce soir et on revient juste après pour la suite des questions, mais surtout les questions que vous nous avez envoyées. On n'en parle ni dans les manuels scolaires, ni dans les livres qui expliquent le corps humain aux enfants. Et à vrai dire, on n'en parle pas beaucoup aux adultes non plus. Tiens, toi Romain, tu sais ce que c'est le clitoris? Ben non. Sérieux? J'ai pas fait latin au collège, moi. Ok. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire le clitoris pour mériter au mieux une telle indifférence, au pire un tel mépris? Bon, on va en parler un peu plus tard, mais commençons par le début, sinon on va me reprocher de faire des titres putaclites. Alors, le clitoris, c'est quoi? C'est où? Eh ben, un clitoris, c'est ça. Enfin, c'est par là. On va jouer à Où est Charlie? Alors, vous l'avez? Ici? Non. Ça, c'est le trou du caca. C'est l'anus. Par là? Non plus. Ça, c'est le vagin. Hein. Là? Non. Là non plus, ça, c'est le méa urinaire. C'est le trou du pipi. Alors, par là? Non. Ça, c'est Joule. Je ne sais pas ce qu'il fout là. Non. Le clitoris, il se trouve ici, tout en haut de la vulve. Enfin, là, c'est juste qu'on voit de l'extérieur, hein. C'est-à-dire le capuchon, qu'on appelle en réalité le prépuce. C'est un petit repli de peau qui recouvre l'autre partie externe du clitoris, hein, le fameux petit bouton, qui s'appelle en réalité, lui, le gland. Et ouais, c'est la même structure et les mêmes mots pour les deux sexes. D'ailleurs, avant la 12e semaine de grossesse, tout le monde a le même tubercule génital. Ce n'est qu'après qu'il se développe en organe masculin ou en organe féminin. C'est pour ça qu'avant, on ne peut pas déterminer le sexe du bébé à l'échographie. Bref, la partie externe du clitoris se situe tout en haut de la vulve, donc juste au-dessus du méa urinaire. Sa taille et sa forme varient d'une personne à l'autre, comme plein d'autres organes, hein, genre les oreilles, le nez, etc. Mais ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. En réalité, un clitoris, ça ressemble à ça. Oui! Hop là! Voilà, un clitoris, c'est tout ça. L'organe complet mesure une bonne dizaine de centimètres. Donc là, tout en haut, c'est le gland, donc. Mais tout le reste est à l'intérieur. Le meilleur est à l'intérieur. Le coude là, juste après le gland, eh ben en réalité, c'est pas un coude, ça s'appelle le genou. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Les deux grands trucs là qui ressemblent à l'os du poulet pour faire un vœu, ce sont les racines ou piliers du clitoris. Ce sont des corps caverneux. Et les deux bulbes là juste en dessous, ce sont des corps spongieux qui sont placés de chaque côté du conduit du vagin. Avec l'excitation sexuelle, l'ensemble se gorge de sang, ce qui provoque une érection aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Le clitoris est extrêmement innervé, beaucoup plus que le vagin et beaucoup plus que le pénis, mais bon. Ça, c'est pas le sujet du jour. C'est donc un organe très sensible et très réactif et c'est surtout la porte d'entrée numéro 1 vers l'orgasme pour celles qui ont la chance de pouvoir en avoir, ce qui n'est malheureusement pas le cas de tout le monde. L'orgasme peut être atteint par stimulation directe de la partie externe, vous voyez à peu près comment on fait, mais aussi par stimulation indirecte des parties internes pendant la pénétration vaginale. Alors, avant que vous me posiez la question, non. Le clitoris et le point G, c'est pas la même chose. Et ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Enfin, si ça vous intéresse, hein, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Bon, mais alors, c'est quoi le problème avec le clitoris? Pourquoi on le connaît si mal? Le problème du clitoris, c'est sans doute pourtant ce qui fait sa force. C'est le seul organe dont la seule fonction est le plaisir. Et le plaisir, c'est sale, apparemment. D'ailleurs, vous savez comment on appelle le nerf qui innerve les organes génitaux? Le nerf honteux. Pourtant, c'est plutôt sympa le plaisir, non? Enfin, je veux dire, ça fait plaisir. Et du coup, c'est quoi le problème? Pourquoi personne parle du clitoris? C'est pas important le plaisir? Ça sert à rien? Bah, ça sert à quoi? Ah, bonne question. D'abord, le clitoris, c'est le meilleur ami des préliminaires, qui sont eux-mêmes les meilleurs potes d'un rapport sexuel harmonieux. Donc, c'est important. Bon, mais pour l'utilité du plaisir en tant que tel, bah, disons que manifestement, quand on a été conçu, l'ingénieur s'est demandé comment nous inciter à satisfaire nos besoins vitaux. Pour tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, comme la respiration, la fonction cardiaque et plein d'autres fonctions vitales, l'ingénieur il s'est pas fait chier, il a tout mis sur pilote automatique, il a tout relié au système nerveux autonome qui gère tout ça sans qu'on ait besoin de s'en occuper. Mais pour tout ce qui nécessite une action volontaire extérieure au corps, il a fallu trouver un truc. Créer un besoin, bien sûr, le désir en l'occurrence, mais apparemment ça suffisait pas. C'est à ce moment-là que le plaisir a été mis au point, pour récompenser la satisfaction d'un besoin vital, c'est-à-dire un de ceux qui sont indispensables à notre survie
ou à celle de notre espèce. Genre boire, manger, et s'il y en a qui disent que c'est mal, demandez-leur ce qu'ils boivent et ce qu'ils mangent, comme ça, juste pour voir. Il se trouve que ce qui caractérise l'humanité et qui la différencie du reste du monde animal, c'est de faire des choses qui ne sont pas absolument indispensables à la survie. Ce qui ne les empêche pas d'être indispensables à la vie tout court, hein, ou en tout cas à l'épanouissement personnel. Rire, par exemple, ça sert à rien. La musique et toutes les autres formes d'art, pareil. Se faire du bien de manière générale, biologiquement parlant, on peut survivre sans. Mais on ne peut pas vivre sans, on est d'accord? Voilà, donc le plaisir, c'est du sérieux. Bon, on va pas se voiler la face, l'autre problème du clitoris, c'est que c'est l'organe du plaisir féminin. Et que le plaisir féminin, il a longtemps été au mieux ignoré, au pire diabolisé. C'est la raison pour laquelle on se retrouve avec un certain nombre de femmes qui connaissent mal leur corps, et je parle même pas des hommes. Et c'est aussi la raison pour laquelle, dans une toute autre mesure, aujourd'hui encore, on parle de 200 millions de femmes excisées dans le monde. Alors, professeur, on a vu la vidéo, je pense que, pardon, elle est suffisamment claire dans la mesure où elle faisait, c'était en fait un cours d'anatomie avec une image, on va dire 3D, bien expliquée de ce que c'est que le clitoris, ou alors du clitoris physiquement, que ce soit externe ou interne. Alors, je ne vais pas dire pour conclure, mais nous sommes arrivés, je ne vais pas dire au thème de l'émission, mais surtout au thème des chroniques, parce qu'il va falloir à un moment s'occuper de nos téléspectateurs par rapport à leur message. Et il faut faire, je vais dire, un résumé du parcours de la de la mystique du sexe. La mystique du sexe. Le plus important, c'est que le sexe, qu'il soit féminin ou masculin, est dompté d'une certaine puissance. De quoi il est question en termes de puissance de sexe, qu'il soit le sexe féminin ou le sexe masculin, et surtout l'impact avec la spiritualité. Ok, alors merci, ta question est formidable, parce qu'il faut que nous puissions en quelques mots, sans doute, résumer tout à fait les 10 parties de notre série d'éditions portée sur la mystique du sexe, avec les contours sacrés du sexe et tout, les liquides sexuels et tout ce qu'on a dit durant toutes les semaines qui nous ont été accordées par Canal 2 et par les téléspectateurs, parce qu'en fait, eux aussi, ils ont participé à l'émission, puisqu'ils ont fait des messages qui nous ont encouragés d'aller jusqu'au bout. Bon, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a planché, qu'on a tout dit, mais on doit quand même dire que nous clôturons avec cette série d'émissions portées sur la mystique du sexe en disant ceci. Le sexe de l'homme, comme le sexe de la femme, c'est des instruments qui dégagent une énergie, et derrière cette énergie, les sensations ainsi qui y arrivent sont de nature non seulement à faire preuve du fait même de satisfaire un désir ou le plaisir, mais de procréer. Alors, déjà au niveau de la procréation, c'est une sensation forte qui ne dit pas son nom, parce qu'on ne peut pas expliquer explicitement comment on en arrive là. Alors, donc il y a un mystère derrière la procréation, parce que c'est pas tout le monde qui arrive à procréer, même en posant l'acte sexuel de manière générale, c'est-à-dire comme tout le monde. Tout le monde pose l'acte sexuel et tout le monde n'arrive pas à procréer, alors que rien de différent ne se pose qui fait en sorte que l'un procrée, l'autre pas. Donc la sexualité a un problème mystérieux ou mystique. C'est cet aspect mystique qui a fait l'objet du choix des thèmes et qui a fait à ce que nous bagarrons avec ces thèmes nous-mêmes durant toutes ces éditions. Maintenant, pour l'homme, on est arrivé parce qu'il fallait parler de la masturbation, de la sexualité pour soi, pas pour l'autre.
Mais il y a aussi la sexualité chez les hommes pour eux. C'est-à-dire le fait d'être seulement, d'avoir atteint l'orgasme seul et de quitter, même si cela fait juste 2 secondes, dont une certaine forme d'éjaculation précoce, parfois pas précoce, mais parce qu'on a précocement eu l'habitude de penser que c'est comme ça qu'on doit se comporter. C'est-à-dire, on a eu à faire l'amour de manière précoce déjà par habitude, en croyant que si on est satisfait, ça va, on se fout de son vis-à-vis, qu'est madame. Alors, donc, à partir de là, le problème se pose dans des couples qui se dégradent simplement parce que la satisfaction ne se fait pas d'une manière conviviale entre les deux partenaires, les deux personnes. Voilà d'abord là un premier point. Un deuxième point, c'est qu'on doit faire la sexualité avec la personne qu'on aime, pas avec n'importe qui. Troisième point, on doit faire des conventions de la sexualité méditative avec des personnes avec qui on veut partager la spiritualité vers l'élévation. Donc, voilà les choses que nous avons dit pour l'homme, mais c'est aussi valable pour la femme. Maintenant, aujourd'hui, il fallait qu'on comprenne que la femme aussi se masturbe, mais elle ne peut se masturber que si elle comprend bien comment fonctionne son organisme, et particulièrement le clitoris. Donc la leçon qu'on a eu à donner ce soir, si on peut considérer ça comme une leçon, ça doit interpeller les femmes à se poser donc les questions maintenant que donc, attends, mon corps n'est pas que le dessin que j'ai l'habitude de voir sur les livres d'histoire et pardon, de biologie, des sciences, d'observation, mais c'est plus que ça. Alors maintenant, commencez à chercher à comprendre comment le remplissage des bulles et tout du clitoris c'est fait, est un premier pas. Et là, comme beaucoup de femmes se masturbent, parce que les femmes ne parlent pas de leurs choses, il y a plus de femmes qui se masturbent que des hommes. Alors, résultat, ces femmes-là maintenant sauront bien se masturber dans le but d'atteindre l'orgasme que d'avoir les mots de tête pour rien, parce que d'aucunes sont obligées de mettre les histoires des instruments à l'intérieur du sexe quand la masturbation a raté. Résultat, dans leur masturbation, qu'elles sachent donc que si elles ont l'habitude d'atteindre l'orgasme, puisqu'il y en a qui atteignent l'orgasme que par la masturbation, celles-là, elles ont barré les hommes carrément, elles n'ont plus besoin d'hommes. Alors, elles doivent comprendre donc qu'elles aussi, elles font les mêmes choses que les hommes et qu'elles ne doivent donc pas, dans l'atteinte de l'orgasme, avoir des sensations de relâchement, de jouissance, comme ça peut arriver chez l'homme. Voilà. Parce qu'il y a autre chose à faire, à développer son chakras sacré vers le chakras plexus solaire pour son élévation spirituelle. Voilà le résumé de ce que nous voulions parler ou bien proposer en ce qui concerne la mystique du sexe. D'accord, on va s'occuper des messages que nous avions reçus de nos téléspectateurs avec la permission de la technique, c'est le SOS téléspectateur. Bonsoir à vous, je suis très édifiée par votre émission. J'ai besoin d'aide car j'ai perdu mon érection. Je n'arrive plus à faire l'amour avec ma femme. Aidez-moi s'il vous plaît. Alors là, on ne peut pas l'aider. La personne va appeler hors antenne. Pourquoi? Les anti-inflammatoires tuent l'érection. Les antidépresseurs oui, tuent l'érection. C'est-à-dire les maladies, les produits qu'on utilise pour l'hypertension et même pour le diabète tue l'érection. Alors maintenant il faut qu'on décrypte les genres d'excipients et le nom du produit, les excipients qui font partie de ces produits, parce que ces produits là au niveau de certains sites internet on décrypte ça. On sait que l'excipient c'est la pâte dans laquelle se trouve le principe actif. Alors on regarde les éléments qui composent cette pâte, on part voir leur codification, qu'est-ce que ça dégage,
et on désintoxique la personne et son érection revient. Que de boire le Viagra sous prétexte que c'est des écorces ou des poudres magico Viagra. Non, il faut d'abord corriger l'intoxication parce qu'en fait, souvent, ce genre de situations proviennent de l'intoxication. Donc moi, je demande à la personne d'appeler à ces numéros hors antenne, qu'on établisse son statut, hein, et là, on pourra lui donner une orientation. Voilà. Alors, bonsoir professeur, merci pour le thème de ce soir. Est-ce que le fait de connaître une femme quelconque et apprécier son corps, lui faire l'amour, peut-il faire d'un homme misérable, c'est-à-dire perte d'emploi, échec dans toutes ses entreprises? Si oui, pourquoi? On a dit ça au cours de la série ici, que certaines relations sexuelles aboutissaient à quelque chose de positif. C'est-à-dire que vous chômez, vous faites l'amour avec une femme comme ça, un week-end. Lundi, tôt le matin, quelqu'un se présente à votre porte, peut-être un voisin, il dit, bon, il y a l'emploi là-bas. Ou quelque peu, on t'appelle au téléphone de manière anonyme, qu'on vous attend à tel endroit pour votre demande de stage. Et justement, c'est un numéro, on a mal relevé. Bon, vous n'avez jamais demandé de stage là-bas, vous demandez où, on vous dit, et puis vous vous présentez. Alors, avec un dossier, mais vous n'avez pas de dossier. Donc, il arrive des cas comme ça, de même comme il arrive des cas que vous êtes employé quelque part, vous vous mariez, vous venez à peine de vous marier, les 3 premiers mois, vous commencez à développer des problèmes, ou bien lorsque votre femme prend la grossesse, allez, directement, les problèmes professionnels commencent jusqu'au licenciement. Donc, ces histoires-là, nous, on a toujours dit qu'il faut faire une étude d'affinité qui consiste à étudier métaphysiquement le nom, le prénom, la date exacte de naissance, tant du côté homme que du côté femme, les deux sujets, et la première année des rencontres. C'est très important parce que même si c'est qu'après, tu ne travailles pas, vous allez tomber dans le caniveau ensemble, vous allez vous relever jusqu'à trouver le bout du tunnel par la suite. Bonsoir le panel, comment pratiquer la magie du suprasexuel? Alors la magie du suprasexuel, c'est la magie qui maîtrise l'éjaculation ou la jouissance, c'est-à-dire l'orgasme. On maîtrise l'utilisation de son sexe de manière à ne pas faire n'importe comment les choses. Voilà. Rappelons tout simplement à nos téléspectateurs que nous ne prenons pas les appels à l'antenne. Les appels, c'est hors antenne et c'est uniquement les messages. Alors, un autre message, est-ce que les hommes qui se transforment ont aussi un clitoris? Alors là, comme je ne suis pas du corps médical qui s'occupe de ce genre de situation, c'est-à-dire les chirurgiens qui s'aventurent à faire des choses comme ça, parce que il est prouvé aujourd'hui que ces gens-là ne vivent pas longtemps. Bon, ils ne peuvent pas faire 20 ans. C'est rare. Alors, dans ces conditions, je n'ai pas besoin d'étudier qu'est-ce qui se passe derrière ces histoires-là, parce que moi, je pense que ce n'est pas des histoires tabous, mais c'est des histoires inexistantes dans ma tête. Voilà, parce que ce qui existait, c'est ce qui rapportait quelque chose à l'homme. Moi, je fais dans la métaphysique. Et la métaphysique, c'est pour que l'homme soit affranchi. Quand je dis l'homme, l'homme, c'est avec grand H. La métaphysique, ce n'est pas la barbarie. Voilà, ça, c'est des actes barbares. Donc, je ne m'occupe pas de ça vraiment. Bonsoir professeur, s'il vous plaît, donnez-moi une recette pour me protéger des repas et couches de nuit. Alors, appelez hors antenne pour qu'on évalue à quel degré ces repas à couches de nuit sont dangereux à vous. À ces numéros. Idriss Bima depuis Djamena au Tchad, ma question est de savoir pourquoi dans certaines traditions on coupe le clitoris. Alors, j'ai expliqué ça tout à l'heure. Hein? C'est pour préserver la femme. Ce n'est pas un acte barbare. Parce que pourquoi dans certaines traditions on coupe le pénis? Voilà. Voilà. Le clitoris, le pénis. Voilà. Donc,
On peut considérer ça des barbares parce que c'est une mutilation. Moi, je ne suis pas pour. Je ne suis pas contre parce que je ne comprends pas la chose sur le plan métaphysique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je sais, c'est qu'on doit laisser l'homme, même couper les cheveux, on ne devrait pas. Voilà. Mais on coupe les cheveux. Peut-être aussi on coupe les cheveux pour l'esthétisme. Oui, mais c'est ça, même la mutilation là, on fait ça pour un but. C'est ça. Même le pénis de l'homme, c'est pour qu'il soit beau. Ah, mais oui. Parce que si vous voyez un pénis de l'homme qui n'est pas coupé, c'est comme une queue carrément, comme une queue, simplement. Voilà. Sauf quand ça se met en érection, ça redevient normal, comme ce qui est coupé. Alors, comment expliquer la perte de la libido et l'absence de plaisir chez la femme pendant les rapports et comment y remédier? Alors, c'est parce que la femme fait les rapports avec la tête et non avec le cœur. À partir du moment où elle commence à faire les rapports avec le cœur, elle n'a pas de perte de libido. Et elle sécrète tout normalement. Alors, donc c'est à partir du moment quand elle commence à aimer. Parce que quand la femme aime, elle aime aussi comme l'homme. Elle aime comme tout le monde. C'est son cœur qui parle. Ce n'est pas sa tête. Mais lorsque une femme commence à dire que la tête de ce gars-là ne dit rien, alors comment vous voulez? C'est ses yeux, c'est ses oreilles, son nez. Il y a les odeurs partout. Elle sent les odeurs, même là où il n'y a pas les odeurs. Bref, elle a ses problèmes dans la tête. Bon, maintenant, quand le problème là quitte la tête, le cœur prend la place. Là, que tu pues même. Elle est en train de t'embrasser, prendre ta bouche et tout. Alors que tu venais de fumer et elle n'aime pas la cigarette chez Jean. Mais chez Jacques, non, il n'y a pas un problème qu'elle n'aime pas la cigarette. Voilà. François Dongousso, bonsoir à vous. L'homme peut-il porter la malchance en allant avec certaines femmes? C'est-à-dire c'est l'homme maintenant qui est porteur de malchance. Oui, mais bien sûr. C'est la même chose, c'est vice-versa. Vous, attendez, si un homme a tué des gens, disons un brigand, comme on appelait avant, aujourd'hui c'est des agresseurs. Alors, si quelqu'un tue les gens et couche avec une femme, le sang de ces gens-là, l'acte qu'il pose en tuant les gens, il partage le karma avec sa femme ou avec ses multiples femmes. Il partage le karma. Parce que si c'est une maladie sexuellement transmissible, tu vas donner ça à ta femme. Donc il y a des maladies sexuellement transmissibles, mais qui sont subtiles, qui ne sont pas des maladies physiques, alors qui se transmettent aussi. Voilà. Bonsoir à vous, s'il vous plaît. Soyez plus explicite sur le sujet. Quel est clairement le mystère du clitoris? Merci à vous et bonne suite de l'émission. C'est Romaric qui nous écrit. Alors moi je crois qu'on a longuement, à moins qu'il venait d'arriver à l'émission, le mystère du clitoris, c'est que ça permet à la femme de découvrir qu'elle a un corps qui se met en érection, pareil comme chez l'homme, qui lui met dans la posture d'un sexe, pareil comme le chef de l'homme, mais de manière renversée. Bon, où on a dit que le tissu est érectif. C'est le même dans le pénis de l'homme à décrypter biologiquement les particules, du moins du clitoris. Sur un microscope, on constate que la composition du clitoris est la même chose en termes de tissu érectif que du clitoris, c'est la même chose que au pénis de l'homme. Donc, le fait de parler de ça, c'est pour qu'on essaye de faire des comparaisons et que les gens comprennent. Alors, salut, j'aimerais juste préciser au professeur Niek que l'atteinte de l'orgasme chez la femme est également liée au partenaire. Lorsque deux personnes sont amoureuses, l'homme peut ressentir l'orgasme de la femme. Il y a aussi des techniques de stimulation du point chez la femme. Merci, Christelle de Yaoundé. Là, elle parlait biologie. Bon, nous, on parlait autre chose. Vous ne pouvez pas avoir l'atteinte de l'orgasme chez la femme n'est pas seulement facteur d'un seul aspect. Moi, j'ai dit que la femme doit être totale dans l'acte qu'elle pose.
Et ce n'est pas toutes les femmes qui atteignent l'orgasme. Je crois que là, elle tente à vouloir confirmer que toutes les femmes atteignent l'orgasme. Non. Une femme peut bien t'aimer, tu lui fais l'amour, mais elle n'atteint jamais l'orgasme. Elle part avec une autre personne, elle atteint l'orgasme. C'est ce qui est même dangereux chez les femmes, d'avoir plusieurs sujets. Quand tu t'es marié et que tu n'avais pas eu de la satisfaction sexuelle quelque part, et que tu tombes chez un homme, si c'est la satisfaction sexuelle qui t'amène à te marier, c'est que tu n'aimes pas. Tu aimes l'acte sexuel que tu poses. Mais si tu allies les deux, c'est là que tu vas ressentir la différence qu'il y avait entre les actes que tu posais avec des hommes avant et ce que tu poses maintenant comme acte avec ton mari. Donc moi je pense que ce qu'elle dit, c'est le livre. Il faut dire des choses telles qu'on les vit. Nous les hommes, nous avons la possibilité, lorsqu'on est averti, de comprendre, je dis bien de comprendre la femme dans l'acte qu'on fait, ou bien de ce qu'on fait avec la femme. Bon, aussi la femme peut-être comprend l'homme, mais autant la partie mâle de l'homme diffère d'une personne à l'autre, autant les femmes aussi, leur sexe diffère d'une femme à l'autre. Mais maintenant, l'expérience peut amener à ce qu'on comprenne des choses en essayant de travailler dans le but d'explorer cela en vue d'obtenir certaines connaissances. Voilà. Alors, Angéline, depuis Baganté, bonsoir professeur, depuis que je suis née, j'ai atteint l'orgasme 3 fois. Je voulais vous demander si c'est une maladie. J'ai 32 ans et mon ami dit que je ne l'aime pas. Alors, ce n'est pas une maladie, mais c'est une histoire je l'invite à discuter avec son mari et d'avoir une bonne préparation, hein, et qui fait en sorte que le remplissage de son clitoris aussi s'efface normalement, qu'elle soit en érection vraiment. Parce qu'elle essaie d'imaginer un peu les 3 fois qu'elle a atteint l'orgasme, qu'est-ce qu'il y avait de particulier avant qu'elle n'atteigne l'orgasme, alors qu'aujourd'hui, cette particularité ne ressurgirait plus. Voilà. Alors, bonsoir, c'est Dora depuis la Cité de la Paix. S'il vous plaît, aidez-moi à chaque instant, je suis excitée. Comment faire pour éviter cela? Alors, pour éviter cela, il faut que tu te maries. Voilà. Parce que là, vous êtes en excès de libido, peut-être. Si ce n'est pas l'excès de libido, il faut que tu te maries. Mais si c'est l'excès de libido, il faut refuser de manger des aliments hormonaux. C'est-à-dire des produits qui ne sont pas sortis du sol, qui sortent des usines. Des hamburgers, des chocolats, des bonbons, des biscuits, la confiserie, la charcuterie, tout cela, hein, il faut éviter d'en prendre et éviter de constiper. Là, et prendre beaucoup de fruits, boire beaucoup d'eau, manger beaucoup de feuilles. À partir d'un moment, il y aura un changement. Parce qu'il y a certains aliments, quand vous les prenez beaucoup, certains sucreries, les taupes, alors on peut se retrouver dans l'excès de libido. Là, c'est en quelque sorte un début de cancer, c'est pas mal de col de l'utérus ou bien de quoi. Quelque chose se produit quand même au niveau de l'appareil génital. Mais si c'est naturel, il faut se marier. Voilà. Comme ça, à un moment donné, ton libido sera épuisé et puis tu vas redevenir normal. Alors, Roméo voudrait savoir que faire pour arrêter de se masturber. On a expliqué tout à l'heure et on l'a expliqué lors des précédentes éditions qu'il faut se masturber normalement mais sans atteindre l'orgasme. C'est-à-dire sans éjaculer. À chaque fois que tu veux éjaculer, tu arrêtes, tu recommences, ainsi de suite, jusqu'à l'épuisement. Ça veut dire jusqu'à être fatigué et dormir. Alors là, comme ça, on va perdre l'habitude de se masturber. Bonsoir, professeur. Je veux savoir si l'entretien des rapports sexuels est un acte spirituel. C'est Ulrika Abomo qui nous écrit. C'est un acte spirituel. Mais sauf qu'il y a le côté animal à ça. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver le juste milieu. Oui, parce que nous avons dit qu'il ne faut pas rester au niveau du plaisir. Il faut aller au-delà. Et poser donc l'acte pour aller au-delà entraîne
une autre façon de poser l'acte. Donc réfléchir comment poser ça spirituellement. Alors, Calvin de Yaoundé voudrait savoir quels sont les risques de la masturbation. On revient encore là-dessus. Et est-il normal de ne rien ressentir quand on caresse un clitoris? Ah, c'est pas normal. Si on caresse le clitoris, on ne sent rien. C'est que au moins on te caresse le clitoris, toi ta tête est ailleurs. Bon, maintenant les problèmes de masturbation, on revient dessus. C'est bien, mais c'est mauvais aussi en même temps. Parce que la réaction au niveau de la zone arachidienne ne sont pas toujours nécessaires, bonnes. Ça peut être d'une manière choquante. Parce que au moment de jouir, donc d'éjaculer, il se produit un mécanisme de l'hypothalamus au plexus, pardon, à la glande pituitaire. Donc ce mécanisme-là, il faut l'éviter comme un choc. Parce que lorsqu'on fait l'amour, normalement, ça se passe aussi normalement. Ça ne se fait pas de manière brutale à ces niveaux-là. L'enclenchement, quoi, ne se fait pas de la façon brutale. Voilà. Alors, Audrien, depuis Bonabéré, voudra savoir que faut-il faire ou alors comment développer les 7 chakras dont vous parlez tout à l'heure. Le développement des chakras passe par les séances de méditation et la connaissance de ce qu'on fait. Je pense qu'on va y arriver. Suivez l'émission. Quand on prenait ces thèmes-là, on n'avait pas averti qui que ce soit, donc on va y arriver. Le moment venu, on va parler des chakras, comment les développer. Alors, c'est Christian qui nous écrit depuis qu'on s'en bat. S'il vous plaît, j'ai un problème de sexe. Quand je reste, je crois que c'est ce qu'il voulait dire. Il a une sortie de pus de son pénis et il a des chatouillements. J'essaye de paraphraser parce que le message n'est pas écrit, oui, en français facile. Donc, en fait, en gros, mais ça doit être une maladie, une IST, une infection urinaire. Voilà. Parce qu'on ne peut pas avoir le pus comme ça. Le pus n'est pas le sperme. Voilà. C'est une IST. Il faut qu'il se fasse prélever. Voilà. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Professeur, qu'est-ce que vous réservez aux téléspectateurs pour la semaine prochaine? Alors, la semaine prochaine, on va plutôt découvrir ce que c'est que le sanctuaire. Mais c'est une promesse. Tenue ou pas, on verra. Parce qu'on ne dit pas que ça sera ça, mais c'est ce que nous voulons faire. Alors, si nous réunissons tous les éléments, parce qu'il faut écrire la chronique. Bon, moi, je ne fais pas d'émission sans aller de fond en comble. Et sans y aller de fond en comble, et pour y aller de fond en comble, il faut donc faire une petite chronique qui satisfait mes attentes moi-même avant que... c'est comme une préparation, donc tu prépares une nourriture. Toi-même, tu es content que les odeurs d'oignons, de tomates et tout, ça marche avant de présenter sa table. Mais espérons que ça sera cela. Voilà. Comment faire son sanctuaire. Voilà. D'accord. Donc, vous l'aviez, c'est une promesse, donc elle peut être tenue pour la semaine prochaine, comme elle peut être tenue pour les jours à venir. Toujours est-il que c'est une promesse, on a l'habitude de... Parce que les téléspectateurs peuvent aussi demander autre chose entre-temps. Tout à fait, ils ont la possibilité de nous proposer des thèmes, sur des sujets sur lesquels ils voudraient qu'on essaye d'apporter un peu de lumière ou alors de débattre là-dessus. Vous avez cette possibilité en nous envoyant juste le message. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Ce qui est à comprendre ou alors à retenir, c'est que le sexe, il y a juste un fil entre le côté animal dans l'utilisation de nos organes sexuels, de notre génitalité, et bien sûr le côté qui nous permet de nous élever. Donc c'est à nous à chaque fois de faire attention tout en sachant ce que nous voulons quand nous y allons, soit rester dans le cadre de l'animalité,
soit alors chercher à les utiliser pour s'élever et réveiller en nous le divin qui est endormi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et une très bonne journée qui a d'ailleurs déjà commencé. On se donne rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 23 h sur votre chaîne Canal 2. Bonsoir.